Mesdames, Messieurs, plus de 500 atteintes contre la liberté de la presse recensées, dont 5 journalistes tués durant le premier mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà donc ce qu'on peut retenir du rapport publié par GED à l'occasion de la journée internationale du droit à la liberté de la presse, d'accès et de la liberté à la presse célébrée chaque 2 novembre de chaque année. Mesdames, Messieurs, pour parler de ces rapports, nous allons recevoir le point focal des GED en province du Nord Kivu. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces rapports? Comme je l'ai dit, d'abord sur le plan classement mondial, nous avons été chaque jour depuis des dizaines d'années presque à la 150e place au classement des Reporters sans frontières des pays prédateurs à la liberté de la presse. Mais avec l'avènement du nouveau régime, on a sauté de plus ou moins 30 places. L'année dernière, nous étions classés 124e pays. Ça veut dire des avancées sur les 180 pays monitorés par Reporters sans frontières. Touverondi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le point focal des GED en province du Nord Kivu. Hier, c'était quand même une journée importante pour se rappeler du droit du journaliste, surtout avec l'accès à l'information. Comment la situation se présente après les rapports que vous avez publiés? Nous devons quand même dire que les deux, rappeler ceux qui nous suivent que le 2 novembre est une journée noire pour le monde de la presse. Parce que nous avions perdu ce jour-là des de nos collègues tués à plein terrain, à pleine recherche d'informations à Kidal. Nous sommes au Mali. Ghislain Dupont et Claude Vernon. Et chaque 2 novembre, un journaliste en danger a pris l'option de publier, de rendre public son rapport de monitoring ou mieux de surveillance de la liberté de la presse à travers la République démocratique du Congo. Et on n'a pas dérobé à notre devoir. 25 ans de travail depuis que GED a été créé. Nous avons dit ce qu'on a observé. Pour l'année 2023, c'est-à-dire du 2 novembre 2022 au 2 novembre 2023, on a observé 88 cas d'atteinte à la liberté de la presse. Mais lorsque nous faisons un retour sur les 5 ans de la gouvernance du président de la République, nous constatons qu'il y a eu plus de 500 cas d'atteinte à la liberté de la presse, dont 5 journalistes tués. Et cela n'est pas du fait de la volonté du président lui-même, mais il y a eu des cas sous sa gouvernance, comme cela arrive, et on a démontré cela. Et nous continuons à recevoir des réactions. Il y a des réactions qui vont dans le sens même d'encourager le travail de surveillance de la liberté de la presse que nous continuons à faire. Il y a des réactions aussi qui estiment que nous faisons preuve, ou nous justifions, on ne sait pas quoi, que nous recevons de l'extérieur. Et pourtant, étant qu'une organisation non gouvernementale de développement, nous ne travaillons pas pour les comptes de certaines firmes ou certaines bureautiques internationales. Quand nous disons qu'il y a eu tel journaliste a été arrêté pour le fait d'avoir diffusé à tel endroit, qu'on nous prouve le contraire. Et c'est ça notre travail. Nous n'avons voulu jamais qu'il y ait toujours des cas d'atteinte à la liberté de la presse. Je me rappelle quand le président Donald Mbaya nous disait déjà en 2005 que le souci était d'arriver à voir qu'il n'y ait pas de cas qui privent à un journaliste sa liberté de faire le travail, qu'il n'y ait pas un cas qui amènerait un journaliste à être agressé parce qu'il a recherché l'information
Mais depuis lors, on n'a toujours pas réussi à dégager cette étape-là. Mais aujourd'hui, quand même, on doit se le dire. Hein. Lorsque nous lisons le rapport de 2022, on avait monitoré 124 cas. Mais en 2023, nous recensons 88 cas, il y a baisse. Mais il faudra aussi savoir que cette baisse-là est accompagnée aussi par une certaine volonté de changer les choses. On sent que la gouvernance actuelle a toute sa volonté de changer les choses. Parce que même dans les premiers discours du chef de l'État, lorsqu'il a été intronisé, il a dit qu'il voulait faire de la presse un véritable et quatrième pouvoir. Là, c'est la volonté. Est-ce qu'on va marcher toujours avec la volonté ou on doit aller dans des choses assez concrètes et pratiques? C'est toutes ces analyses qui nous font parler dans le rapport, qui a été intitulé Les faces noires, les faces sombres ou la face sombre de la liberté de la presse en RDC. Oui, la volonté, mais elle doit être suivie d'actes. Aujourd'hui, si nous prenons uniquement les cas de la loi portant exercice de la liberté de la presse en RDC, une loi qui a été saluée, qui est saluée d'ailleurs, parmi lesquelles personnalités ou organisations qui ont salué la loi, il y a journalistes en danger. La loi dite Mouyaya. Déjà, le 13 mars, elle a été promulguée, mais elle n'est pas encore au journal officiel. Elle n'est pas encore placée au journal officiel. La volonté, donc la loi existe, mais pourquoi on ne la place pas au journal officiel pour que tous les communs des mortels puissent l'obtenir? J'ai vu dans les rapports, vous avez fait une comparaison à l'époque de Kabila et aujourd'hui à l'époque de Félix. Aujourd'hui, dans votre rapport, qu'est-ce que vous constatez? Il y a une grande différence, une très grande différence. Comme je l'ai dit, d'abord sur le plan classement mondial. Nous avons été chaque jour, depuis des dizaines d'années, presque à la 150e place au classement des Reporters sans frontières des pays prédateurs à la liberté de la presse. Mais avec l'avènement du nouveau régime, on a sauté de plus ou moins 30 places. L'année dernière, nous étions classés 124e pays. Ça veut dire des avancées. Sur les 180 pays monitorés par Reporters sans frontières. Ce classement-là, il est très très important pour essayer de voir les degrés d'avancée du respect des droits humains, les degrés d'avancée du respect à la liberté de la presse. Le souci pour nous, c'est que l'année prochaine, l'exercice que nous avons, dans lequel nous sommes, nous puissions être classés peut-être à la 100e place ou à la 90e place. Ou pourquoi pas être parmi les pays qui respectent la liberté de la presse. Nous avons dans notre appellation République démocratique du Congo. Et on ne peut pas être démocratique en brimant la presse. Donc c'est toutes ces différentes réflexions. Et nous n'avons jamais arrêté de dialoguer avec le gouvernement. Le président de la République, récemment, avant même la date du 2 novembre, a eu l'opportunité, à travers ses services, d'accorder des audiences à nos dirigeants des GED au niveau national et nos partenaires, notamment Reporters sans frontières, ainsi de suite, pour essayer de parler de visu sur l'approche qui peut amener la RDC à ne plus être parmi les pays rouges ou les pays noirs de la liberté de la presse. Donc le plaidoyer continue à être fait, mais on estime que oui, à côté de cette bonne volonté, il faut qu'il y ait des actes.
Vous semblez ne pas partager l'avis de certains activistes des droits humains qui estiment quand même qu'il y a quand même à s'inquiéter par rapport à la liberté de la presse, en citant les cas les plus probants d'Estani Boudiakira qui se trouve aujourd'hui en prison, dans des situations par exemple du Nord Kivu avec des tas de sièges où le travail des journalistes est un peu difficile. Pourquoi vous semblez revenir avec une autre lecture des faits? Non, on n'a pas une lecture biaisée des faits. Lorsque vous voyez même par exemple sur... nous avons consacré une bonne partie du rapport publié à cette question de Estani Boudiakira. Il est même à la page des couvertures du rapport avec cet appel « Nous voulons sa liberté ». Relâchez-le. Dans la célébration qui a eu lieu à Kinshasa, on est allé plus loin pour dire que la place de Estani n'est pas en prison. On a amené son portrait géant dans la salle pour faire voir à l'opinion nationale et internationale que sa place n'est pas en prison. Oui, le secrétaire général de GED, dans le discours, a même dit que, paraphrasant beaucoup de journalistes lors de la lecture du rapport, il dit paraphrasant les journalistes parce qu'avant lui, c'était la motion de soutien de tous les journalistes congolais à Estani Boudiakira. Le secrétaire général Chivis a même fait voir qu'on estime chez nous, dans notre lecture, que Boudiakira serait un prisonnier politique. Un prisonnier politique. Parce que lorsque nous voyons l'enquête faite par l'enquête menée par Reporters sans frontières, dont la publication a été partagée avec la justice, il n'est nulle part fait mention des griefs qui sont reprochés à Estani. Il y a procès, il y a encore audience publique ce 3 novembre. Croisons les doigts. Nous pensons que sa place n'est pas en prison. Pour finir, on veut aussi voir 0 journaliste arrêté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles recommandations je donne au gouvernement? D'abord, au gouvernement, nous avons dit, et nous continuerons à le dire, on a écrit et on continuera à l'écrire, qu'il est important de faire avancer, de faire progresser ou d'améliorer pratiquement la législation en matière de la réglementation de la presse en RDC. Nous applaudissons tout ce qui a été fait dans les cadres des États généraux de la communication et médias une année de plus. Dans ces États généraux, il était assorti plus de 80 recommandations. De ces 80 recommandations, on voit certaines commencer à se mettre en application, dont la loi dite Mouyaya, que nous avons beaucoup applaudi. Mais nous voulons que la dépénalisation de l'IDPRES soit consacrée. Nous voulons que l'amélioration de la législation en République démocratique du Congo se fasse dans le sens que la loi portant accès à l'information doit être votée. Et on ne comprend pas trop pourquoi cette loi la traîne à être débattue et votée par le Parlement et le Sénat. Il y a aussi l'aide directe et indirecte à la presse qui a été même décidée ou à occuper 3 ou 4 recommandations des États généraux de la communication et médias. On ne peut pas continuer à travailler dans un monde de journalistes qui sont employés par des maisons de presse pauvres et qu'on les laisse dans la pauvreté la plus totale. Donc, quand un pauvre emploie quelqu'un, donc ce quelqu'un-là va-t-il devenir riche? Donc, il faut qu'on crée une nouvelle élite indépendante, entrepreneur, qui vit de la collecte et du traitement et de la diffusion de l'information. Cette aide-là devra être activée par le gouvernement. Aussi, dans la réclame, au cas où il y a toujours des dérapages, ça veut dire
il faut qu'il y ait un mécanisme d'alerte national et international rapide pour résoudre un cas d'attaque contre un journaliste. Pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, il y a un caméraman à Kinshasa qui a été pris en partie et croupi dans les geôles. Donc, nous voulons que toute cette réforme-là, qu'elle se fasse et que l'essaimage du Conseil supérieur du livre de la communication, le CESAC, soit rapidement réalisé afin d'éviter de tomber dans le gouffre. Mais aussi, il y a un autre travail qui doit être fait du côté de nous, journalistes. La formation, elle est importante d'être réalisée. Il faut que les journalistes se fassent former. S'ils ne sont pas en mesure de se faire former plutôt, il y a moyen d'exiger que les recrutements des journalistes dans différents médias soient méticulés. Il y a beaucoup d'écoles de journalisme actuellement à travers la République. Et bon, encore une fois, dans tout ce que nous prenons, on a toujours dit qu'on est meilleur, on a la meilleure protection que par soi-même. Donc, la meilleure sécurité du journaliste, c'est le journaliste lui-même. Et il est très intéressant que nous maîtrisions nos principes éthiques et déontologiques pour éviter de tomber à tout moment dans les gouffres des prédateurs. Et finalement, d'avoir froid dans le travail, en évitant la peur et en dénonçant à tout moment toutes sortes de menaces, visibles ou invisibles, pour qu'il y ait une certaine prise en charge rapide, car on n'a jamais besoin d'un journaliste mort. En tuant un journaliste, on tue l'information. En arrêtant un journaliste, on arrête l'information. Touvé Rondi, merci beaucoup. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, fin de cet entretien avec le point focal de journalistes en danger en province du Nord Kivu. Merci à vous de l'avoir suivi.